Bonsoir mesdames et messieurs. J'ai l'honneur d'ouvrir cette conférence ce soir dans une salle comble. On est désolé pour les personnes qui sont mal installées, mais voilà, je crois qu'on est victime de notre succès. Cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences et plusieurs projets liés à une campagne de promotion de la santé psychique qui est menée dans les cantons latins. Et puis pour le canton du Jura, pour cette conférence, Addiction Jura, le département de la santé et la Fondation O2 se sont réunis pour organiser cette conférence ce soir. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur le ministre Jacques Gerber. Mesdames et messieurs, chers parents, chers élèves, chers jeunes, c'est grave, docteur, au vu du nombre et du succès de la conférence, malheureusement, on doit constater qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à la thématique que nous allons traiter ce soir. J'ai le plaisir de vous saluer toutes et tous bien cordialement à cette soirée que j'ai appelée de mes voeux il y a quelques mois de cela. En effet, mesdames et messieurs, en tant que papa, je suis, comme vous toutes et tous, quotidiennement confronté aux changements que vit notre société et surtout aux défis auxquels font face les parents, mais également les enfants. Dans ce rôle de parent, bien sûr que je m'interroge particulièrement, comme vous toutes et tous, sur la digitalisation et bien sûr l'environnement dans lequel évoluent nos enfants. Car dans le monde actuel, les enfants, depuis leur tout jeune âge, sont baignés dans la technologie et grandissent avec les outils de communication modernes. Vous les connaissez, les médias multiples, l'ancienne télévision, la tablette, le smartphone, l'ordinateur, etc. Mais surtout, ils grandissent également avec des contenus également extrêmement variés. Des films, des séries, Internet, des jeux vidéo, YouTube, réseaux sociaux, etc. Ce monde avec lequel nous, parents, nous, adultes, n'avons pas grandi et qui recèle autant de promesses que de zones sombres. Bien sûr que ça nous lance un défi en termes d'éducation, mais également ça nous interroge par rapport à la santé de nos enfants. Quelles sont les conséquences de l'exposition et d'une surutilisation des écrans sur la santé, avec derrière le spectre des impacts sur le sommeil, sur le développement intellectuel, sur le comportement, voire même sur le corps lorsque nos enfants n'ont plus envie de pratiquer une quelconque activité physique. Cette hyperconnectivité au monde digital, bien sûr, questionne, jusqu'à parfois entrevoir l'épouvantail de la dépendance, sans compter les effets de ces médias, bien sûr, sur les relations sociales de nos enfants. Je pense qu'ici, nous nous posons toutes et tous les bonnes questions, les vraies questions. Ce sont également des questions, bien sûr, de santé publique et d'éducation. Les politiques publiques commencent à s'emparer de ce sujet. Certains cantons, vous l'avez certainement vu, ça a été notamment publié lors de la reprise scolaire de cette année, ont interdit le portable à l'école. Récemment, la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse a publié un rapport, Grandir à l'ère du numérique, qui reprend entre autres les questions des conséquences de la connexion permanente sur les enfants et les jeunes, et surtout comment gérer tout cela convenablement. Mais il n'y a, force est de constater, à ce stade, encore pas de consensus scientifique par rapport à ces questions. Les positions politiques ne sont du reste encore pas arrêtées non plus. Comment, du reste, le pourrait-elle, me direz-vous? Nous ne sommes même pas les adultes, donc nous-mêmes, englobés dans ce monde, ne sommes-nous pas nous-mêmes adultes englobés dans ce monde digital? Ne sommes-nous pas des utilisateurs assidus des moyens comme des contenus que je viens de citer? Ne sommes-nous pas des promoteurs de la digitalisation? Et là, je parle en tant que président du gouvernement et surtout membre du gouvernement jurassien, et vous l'avez vu
nous avons lancé un projet de digitalisation justement de l'administration pour fournir des services efficaces, des services appropriés à la population jurassienne. Cet exemple, mesdames et messieurs, illustre que nous devons non seulement nous interroger sur la relation aux écrans et au digital de nos enfants, mais également déconstruire notre propre rapport à ces derniers en tant que parents. Faut-il donc protéger la santé de notre jeunesse face à ces outils et à leur contenu? Faut-il cadrer plus strictement les pratiques ou alors découvrir avec eux ces différents univers et leur apprendre à les maîtriser, surtout leur apprendre à les utiliser lorsqu'ils amènent quelque chose de réel, de positif. Cette soirée a justement pour but d'apporter un éclairage sur ces questions sous l'angle de la santé publique, mais également de l'éducation. Enfin, il s'agit de nous fournir, si c'est possible, à nous parents, des outils éducatifs et des ressources à mobiliser. Cette manifestation, vous l'avez entendu, s'inscrit dans le cadre d'une campagne au niveau latin de promotion de la santé psychique. Elle se construit autour du site santépsy.ch et est pilotée par les cantons latins, donc également par le canton du Jura. Inciter la population à prendre soin de sa santé psychique comme de sa santé physique est le message que cette campagne souhaite transmettre. Elle s'adresse actuellement aux jeunes et à leurs proches en collaboration avec la plateforme ciao.ch. Vous voyez, sur les 3 dernières phrases que je viens de mentionner, je vous ai mentionné 2 sites Internet à les visionner. Si je l'évoque ce soir, c'est que dans notre canton, elle s'inscrit cette année dans une série de conférences. La première a débuté en avril, peut-être certaines d'entre vous étaient déjà présentes, soirée de Caritas organisée par Caritas sur l'adolescence. Elle se poursuit ce soir avec le thème qui a été retenu et elle continuera prochainement avec notamment un café-débat sur le jeu vidéo mis sur pied par l'AEMO, l'action éducative en milieu ouvert. Vous en saurez certainement plus au courant de la soirée. Justement, concernant ce soir, vous aurez la chance d'entendre le docteur Philippe Stéphane, pédopsychiatre, médecin-chef au service universitaire de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence du CHUV à Lausanne et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Je le remercie très sincèrement de sa présence parmi nous. Je lui souhaite la bienvenue et je suis très heureux qu'il ait accepté de se déplacer pour vous donner cette conférence. Après cette conférence, Stéphane Bonvin, directeur d'Addiction Jura, présentera brièvement les prestations que propose Addiction Jura en matière justement de comportements problématiques autour de la connectivité. Vous aurez ensuite la possibilité d'interagir lors d'une table ronde avec des représentantes et des représentants des milieux scolaires et éducatifs. Elles et ils vous présenteront les ressources à disposition dans le canton du Jura et vous aurez également la possibilité de poser des questions. Cette table ronde se composera bien sûr des 2 intervenants que je viens de citer, M. Stéphane et M. Bonvin, ainsi que de Mme Bussat, psychologue au Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, M. Fleury, intervenant AEMO, Mme Prenès, infirmière scolaire déléguée, et M. Zanetto, membre du Centre d'émulation informatique du Jura lié au service de l'enseignement. Je remercie déjà vivement ces intervenantes et intervenants pour leur disponibilité à prendre part à cette soirée et surtout à leur engagement professionnel au service de la jeunesse jurassienne. Je conclurai, mesdames et messieurs, avec une citation d'Oscar Wilde, pleine de mordant. Les enfants, mesdames et messieurs, commencent par aimer leurs parents. Devenus grands, ils les jugent. Quelquefois, ils leur pardonnent. Votre présence ici témoigne du questionnement qui vous anime et qui sera, j'en suis certain, une base du pardon futur de vos enfants. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette introduction. Merci aux organisateurs de cette soirée de m'avoir invité à venir de Lausanne jusqu'ici. C'est toujours un plaisir. Et puis alors, avec un monde, c'est impressionnant. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester là? Bien, donc, je vais quelques petites précautions oratoires toujours au début. Voilà, je suis pédopsychiatre, je travaille en effet à Lausanne, je vois beaucoup de situations, donc je vais en parler de temps en temps, ça prête des fois à sourire, c'est pas forcément que je me moque des patients, évidemment, mais pour les biens de la conférence, de temps en temps, voilà, ça m'arrive d'amener quelques situations un peu cocasses. Je peux aussi de temps en temps parler très fort ou très bas, ça dépend. C'est pas tellement de mon fait, ça, mais ça va comme ça? Ouais, voilà, c'est bon. Très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit avant, vous ne l'entendrez pas parce que je ne vais pas le répéter. Autre chose, j'aime aussi beaucoup avoir raison. Donc, si vous avez des questions tout à l'heure dans la table ronde, il faut que ce soit des questions quand même intéressantes, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait deuxième chose de dite. Et puis, il m'arrive de temps en temps aussi un peu de déraper. Ça peut arriver. Mais je m'en excuse pas. Voilà. C'est aussi la psychiatrie. On peut aussi maintenant continuer à dire un peu des bêtises de temps en temps, et des choses qui ne sont pas forcément politiquement correctes. Voilà. Une fois que c'est dit, nous allons partir dans le vif du sujet, c'est-à-dire finalement quel est le problème et pourquoi vous êtes tous là autour de ces questions tout simplement de jeux vidéo ou d'Internet, ou de choses comme ça. Ça fait quand même pas mal de temps que je travaille dans la pédopsychiatrie. Et au départ, les écoles et puis les parents m'invitaient pour parler du cannabis. Parce que c'était la catastrophe et qu'il y allait avoir, en effet, beaucoup de toxicomanes, c'était l'addiction. Et on allait ouvrir des cliniques pour les problèmes d'addiction et de cannabis, tout ça. Et puis, en fait, il y a pas tant... Enfin, il y a des problèmes, bien sûr, mais pas tant que ça. Donc il n'y a pas d'addiction terrible, on n'a pas dû ouvrir des hôpitaux psychiatriques pour l'addiction au cannabis. Bon. Ça, c'était les années 90. En 2000, c'était la violence. Alors on nous appelait en disant ils sont violents, ces ados, c'est la catastrophe, il faut ouvrir des prisons. On a construit une prison en imaginant qu'il fallait beaucoup de place pour mettre tous ces ados violents. Et puis il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous avez des adolescents violents, s'il vous plaît, ce serait bien parce qu'on a de la peine à remplir la prison. Mais c'est un vrai problème parce que ça coûte très cher une prison qui ne fonctionne pas. Donc faites des efforts avec vos enfants et vos adolescents. Et peut-être que justement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant ils sont sur les jeux vidéo, donc ils sont moins dehors, donc ils font moins de bêtises, ils sont moins violents, et puis ils tuent des monstres. C'est quand même plus sympa que se taper dessus. Donc déjà, c'est un bienfait des jeux vidéo. Et donc, le fait maintenant, en effet, c'est est-ce qu'ils vont devenir addicts ou est-ce qu'ils vont devenir toutes sortes de choses compliquées, puisque dans ces milieux Internet, on a évidemment beaucoup de dangers possibles. Alors, je vais commencer par faire le médecin, c'est-à-dire vous donner quelques petits éléments de pourquoi c'est si intéressant, les jeux vidéo ou Internet pour les adolescents. Pour les enfants aussi un peu, mais ça marche beaucoup pour les ados quand même. En fait, il y a la puberté, vous connaissez la puberté, il y a des changements dans les hormones, tout ça. Mais on s'est aperçu maintenant, depuis un petit moment, qu'il y a aussi des changements dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau se transforme entre 12 ans et jusqu'à 23 ans. Vous voyez, pour ceux qui ont des enfants de 12 ans, vous avez du boulot. Ça dure un certain temps. Le gros problème, c'est surtout 14-15. Là, ils sont vraiment pénibles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau. Et notamment, donc, alors je vais vous faire des petites choses un peu techniques, mais il y a ce qu'on appelle la substance grise, c'est les neurones, et puis il y a la substance blanche, c'est ce qu'on appelle la myéline, c'est les gaines. Le cerveau, c'est finalement une machine électrique où vous avez donc un influx nerveux, et puis ces neurones-là vont distribuer comme ça des influx nerveux, de l'électricité, et puis vous avez des gaines autour qui sont là pour réguler le problème. Bon. Eh bien, vers l'âge de 13-14 ans, il y a ce qu'on appelle le cloning, c'est-à-dire un élagage des neurones. Il y a 30 000 des connexions, vous savez, ça s'appelle les synapses, les connexions entre les neurones. Il y en a 30 000 qui disparaissent par seconde. Donc le soir, vous imaginez combien ça fait un peu un vide dans le cerveau. Tout d'un coup, le jeune arrive, il y a des millions de neurones en moins. Donc c'est quand même assez important. Mais c'est très bien parce que ça permet de faire des autoroutes. Avant, c'était que des petites rues comme ça, et c'était un peu compliqué de naviguer. Pour que ça aille plus vite, pour qu'on puisse avoir des pensées qui sont plus performantes, il faut élaguer, donc faire un peu des grandes autoroutes.
Donc enfin, ça fait quand même du bruit dans le cerveau parce que apprendre, c'est connecter. Donc c'est faire des connexions. Or, pendant qu'on vous demande d'apprendre, on vous enlève les connexions. Donc ça fait quand même un truc un peu bizarre dans le cerveau des ados. Dans le même temps, il y a la question de la myéline, c'est-à-dire des gaines. Et ces gaines-là, c'est pareil, on enlève les gaines pendant un certain temps pour en remettre des nouvelles. Mais quand on enlève les gaines, il n'y a plus rien pour réguler l'influx nerveux, donc il pète les plombs, c'est-à-dire vraiment littéralement. C'est-à-dire que dès qu'il y a une émotion, elle est incontrôlable. Donc ils claquent les portes, ils sont pénibles, ils sont très sympas le matin et pas le soir, ou l'inverse, c'est imprévisible. Donc ils sont dans une imprévisibilité. Et ça, c'est très important de comprendre ça parce que l'adolescent a peu accès à la raison. Et c'est d'autant plus vrai que ce mouvement qu'il y a dans le cerveau se fait de l'arrière du cerveau vers le devant du cerveau. Et ça, c'est très important parce que l'arrière du cerveau, toutes les zones qui sont là, ce sont des zones de perception. Et tout d'un coup, vers l'âge de 14-15 ans, l'adolescent a un nouveau cerveau perceptif qui est beaucoup plus performant que celui qui était précédemment dans le cerveau. Donc là, il y a des nouveaux gigas, paf, donc des trucs importants, là, vraiment un cerveau magnifique, mais que dans la sensation de la perception. Et donc il va falloir qu'il réétalonne, qu'il utilise son nouveau cerveau, un nouveau joujou. Donc voilà, j'ai un nouveau cerveau, je vais m'amuser avec, un peu comme un petit garçon ou une petite fille qui voit pour la première fois une fourchette par terre. Vous savez, ceux qui ont 1 an, ils prennent la fourchette, ils regardent, ça pique. Alors s'ils ont une petite frère ou une petite sœur, tac, ils vont piquer aussi parce que c'est sympa. Bon, voilà, ils s'amusent avec. Et puis s'ils mettent évidemment la fourchette dans la prise, ça pose souci. Eh bien, l'adolescent, il fait la même chose. De temps en temps, quand il a son cerveau, il met le cerveau dans la prise. Allez, hop, une bouteille de vodka, cling, et on voit ce que ça donne. Vous voyez ? Donc ils vont expérimenter au plus loin que ce qui est possible. Donc ça peut amener des dégâts. Ce n'est pas forcément une pathologie, ce n'est pas forcément un mal-être, c'est des fois simplement une expérimentation. Et donc ils vont devoir réétalonner tout leur cerveau, et notamment tous les sens, le côté olfactif par exemple. Quand vous êtes dans le bus avec les ados, surtout s'ils ont fait du sport avant, c'est pas toujours, vous voyez. Ou les premières fois qu'on utilise le parfum, c'est pas toujours réussi non plus. Donc voilà. Pour ce qui est du côté auditif, ils mettent de la musique à coin, on l'a fait aussi. Donc, ils réétalonnent toute la musique, donc tous les sons. Pour les repas, je ne vous paye pas de... Vous voyez bien comment ça se passe. Ils mangent ailleurs, ils mangent en rang, ils ne veulent plus manger en rond, ils ne veulent plus rester avec vous. Enfin, ça, c'est un peu compliqué. Et puis, pour ce qui est aussi de la sensation, ils sont à fleur de peau, ils ne veulent plus vous faire la bise, ils ne veulent plus vous les toucher. Ou alors, quand il fait super chaud, ils sont avec des doudounes. Et puis, évidemment, quand il fait froid, ils sont en t-shirt. Bon, donc ça, on le sait. Donc, ils réétalonnent toutes leurs sensations. Et puis, ils ont un cerveau extraordinaire qui est le cerveau visuel. Et alors, celui-là, en effet, il va prendre une grande part. Et au départ, il est tout petit. Quand on à la naissance, on ne voit pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, ce cerveau développe. Et tout l'arrière du cerveau, là, comme ça, c'est un cerveau visuel, donc comme une parabole. Et là, ils vont capter tout ce qui est visuel. Et là, évidemment, que les jeux vidéo, qu'Internet, c'est extraordinaire, parce que c'est en 3 dimensions, parce qu'il y a de nouvelles couleurs, il y a de nouvelles choses à voir. Donc, ils vont réétalonner leur cerveau grâce aux jeux vidéo. Et ils vont avoir un cerveau bien meilleur que le nôtre. Et ça nous embête un peu quand même. Et c'est très important. Donc c'est très important qu'ils puissent travailler leur cerveau avec les jeux, avec les 3 dimensions, avec la précision, parce que l'avenir va être là-dedans. Donc la prochaine fois que vous rencontrez votre chirurgien, vous lui demandez quel niveau il a à World of Warcraft ou à Fortnite, tout ça. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Et je pense que l'avenir de la médecine va être un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on fera des petits trous, et puis il y aura puis ils joueront aux jeux vidéo, ils vont essayer de dire, hop, tac, j'ai eu le cancer, tac, la cellule. Alors il ne faut pas qu'ils aient l'artère à côté. Donc il faut qu'ils soient assez précis quand même. Donc, et ce sera fait à distance, donc on aura moins de problèmes d'infection et de choses comme ça. Donc c'est très important. Et les simulateurs, parce que vous avez bien vu que les pilotes de ligne, heureusement qu'il y a des simulateurs. S'il n'y avait pas eu ça, si à chaque fois il fallait faire avec l'avion, on n'aurait pas beaucoup de pilotes. Donc c'est très important. Donc évidemment que le cerveau va avoir d'autres qualités grâce à ces jeux. Donc voilà, le message c'est qu'il joue le plus possible. Ça va jusque-là? Je ne dis pas le truc. Bon, j'arrête un peu. Non, donc il faut qu'il joue, en effet, et après il faut éduquer comme pour tout, quoi. Donc
on reviendra un peu là-dessus. Mais donc, c'est important de voir que ce cerveau que j'appelle le cerveau jeu vidéo, en effet, c'est un cerveau très fort, et qu'il est très performant, alors que celui que j'appelle range ta chambre, ici, devant, vous voyez, celui-là, qui est l'organisation, la planification, tout ça, il est mature beaucoup plus tard, vers 16 ans, 17 ans. Donc, il y a comme ça une dyschronie, il y a un décalage entre les capacités du cerveau à capter tout ce qu'il y a et à être du coup dans l'impulsivité, dans la réaction, dans la sensation, et le cerveau qui organise, qui raisonne. Et là, il y a un décalage. Donc évidemment que si vous êtes à table avec un adolescent qui a 14 ans et que tout le monde a son téléphone portable, si celui de l'adolescent sonne, 2 minutes après, il est avec son copain. Il est parti. Il ne peut pas résister à ça. Alors vous vous dites, enfin quand même, oui, mais nous, on n'avait pas ça. Donc on n'était pas soumis à cette impulsivité. Donc c'est important à ce moment-là de dire, si vous ne voulez pas qu'ils partent, il ne faut pas de téléphone portable, mais pas du tout, pas le vôtre non plus à ce moment-là. Parce que sinon, évidemment, vous dites, mais oui, mais moi, quand même, je travaille. Lui aussi, il travaille, il est ado, il a des copains. C'est son boulot d'avoir des copains quand on est ado, donc il travaille aussi. Voilà. Donc c'est important là de bien voir qu'il ne pourra pas résister au fait de devoir partir tout de suite. C'est une impulsivité, c'est comme ça. Alors il y a quelques soucis quand même à ça, c'est que notre société produit énormément d'images. Donc un adolescent qui arrive à l'école, vous voyez la parabole ici, là comme ça, il arrive à l'école, le matin, il a déjà vu son smartphone, il a vu 2 ou 3 tablettes, dans le bus, il voit plein d'affiches, de choses comme ça. Donc sur le plan visuel, il est saturé. Vous voyez, tout s'allume dans le cerveau, c'est Los Angeles la nuit. Vous voyez, tout est allumé. Et tout est allumé au même niveau. Ce n'est pas à New York, il y avait des choses comme ça, tout est pareil. Donc évidemment que si on lui demande à ce moment-là de se concentrer sur une tâche, un exercice de maths ou je ne sais pas quoi, ça va être difficile. Il n'a plus ses capacités de concentration puisque le cerveau est saturé. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il s'agite ou alors il s'endort, enfin il fait un peu les deux en même temps. Et très vite, on lui trouve une maladie qui est l'hyperactivité avec déficit d'attention. Évidemment. Et derrière, il y a un médicament qui permet de se concentrer. Et donc là, en effet, il verra encore, si on lui demande de se concentrer sur la petite loupiote, avec ce fameux médicament, comme c'est un petit peu un dopant, ça marche. Alors nous, on s'est dit quand même, ce serait peut-être bien, plutôt que de donner un dopant, on pourrait essayer de déteindre un peu le cerveau, comme ça, le matin, avant qu'il rentre à l'école, enfin avant qu'il commence à travailler. Alors, ce qu'il y a de mieux, ce serait qu'il fasse du tricot. C'est pas des blagues, parce que le tricot, ça permettrait de passer sur une activité motrice, donc on dégagerait la concentration là. Mais bon, vous voyez, si on demande à tout le monde, je ne sais pas s'il y a des directeurs de gymnase ou de collège, on cherche un établissement qui serait d'accord d'entrer dans une étude où tous les matins, les adolescents seraient à faire du tricot, vous voyez, pendant 5 minutes, 10 minutes. C'est pas gagné. Donc on travaille avec le PFL à trouver autre chose qui soit un peu plus ludique que le tricot. Mais c'est une vraie question, de se dire, finalement, en arrivant, pour leur redonner une capacité de concentration, il faudrait diminuer un petit peu l'activité du cerveau. Et on ne va pas, pour ça, enlever les pubs dans les villes, ça c'est sûr que non. Donc voilà un peu le souci que l'on a avec cette surstimulation. Mais en même temps, il y a un gain énorme quand même pour que les ados puissent avoir un cerveau plus performant sur le plan disons, des jeux, des 3 dimensions, et donc sur les métiers futurs. Donc voilà, ça c'était un peu le côté médical. Maintenant, je passe sur le côté psy. Et là aussi, des choses intéressantes, puisque finalement, les jeux vidéo, Internet, les écrans, les réseaux sociaux, c'est une mine incroyable pour traverser l'adolescence. Ça permet de faire énormément de choses, mais aussi des bêtises, c'est vrai, mais aussi quand même plutôt de bonnes choses. Pour ça, ils ont besoin essentiellement de vous, c'est-à-dire qu'ils ont besoin que vous les accompagniez. Et si on ne connaît rien, c'est difficile d'accompagner quelqu'un. Donc, vous réfléchissez, moi je ne vais pas faire un petit test, mais vous devez connaître, si vous êtes parent d'enfants ou d'adolescents, au moins 6 noms de jeux. Pas beaucoup. Allez, je fais un test. Non, sinon, ça va. À peu près. Alors, s'il y a des enseignants, eux, ils connaissent au moins 15.
Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il se passe des choses. C'est-à-dire que les jeux, c'est comme le tennis, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il se passe plein d'événements tout au long de l'année. Donc évidemment, si vous n'êtes pas au courant des événements, vous placez un test le lendemain de la sortie d'une extension d'un jeu, c'est la catastrophe. Parce qu'ils ont passé toute la nuit sur leur... donc voilà, ça ne vous vient pas à l'idée de mettre un test le lendemain de la finale de Federer, si c'était en Australie. Enfin, bon, ben, il va jouer. Voilà. Donc c'est important, il faut bien se rendre compte que l'industrie du jeu vidéo est bien plus importante, rapporte beaucoup plus d'argent que le cinéma, hein, et que les événements dont on ne parle pas, mais il y a le championnat du monde de LoL, par exemple, League of Legends, c'est 300 000 personnes dans un gymnase, enfin dans un stade de foot, et puis ces 300 000 personnes regardent 10 Coréens qui sont en train de se tirer dessus. Donc c'est quand même énorme, quoi. Et ça, c'est dans le stade. Donc vous voyez, ils sont tous là, et puis il y a d'autres qui sont en train de pianoter. Et puis après ça, évidemment, il se passe plein de choses sur la toile pour pouvoir revoir les actions. Donc c'est du jeu. Et c'est très important que vous puissiez comprendre que c'est du jeu. Mais ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'il faut que vous soyez un minimum en lien avec l'adolescent, avec ces jeunes, parce que sinon, il y a des ruptures entre nous. On perd la confiance. Alors ça vient de quoi, ça? Ça vient que, bon, quand on rentrait, nous, avec nos parents, on disait qu'on avait joué aux billes, par exemple. Ouais, j'ai joué aux billes, bon. Si nos parents étaient plus ou moins bien lunés, s'ils étaient bien lunés, ils discutaient, ah, t'as joué aux billes, bon, papa, on discutait des billes. Bon. Tout le monde était au courant de ce que c'était. S'ils n'étaient pas bien lunés parce qu'ils étaient fatigués, on se taisait, on mangeait. Mais dans ce moment-là, tout le monde avait en tête le jeu de billes. On savait ce que c'était. On se disait, bah oui, il a joué aux billes, bon d'accord, moi aussi j'ai joué. Même sans se dire les choses, on n'était pas en rupture. Il y avait un vide qui n'était pas une rupture. Si vous prenez maintenant la même chose et que votre enfant arrive et dit « moi j'ai joué à Fortnite », vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous n'avez aucune représentation de ce qui s'est passé. Donc, si vous êtes mal luné, le vide qu'il va y avoir, il y a un vide de « bon, ben, il a duré jouer trop longtemps, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, qu'est-ce que ça veut dire ?» Voilà. Et puis il y a les journaux qui disent que c'est vraiment une catastrophe. Vous voyez? Donc il y a une perte de confiance, il y a une rupture, il y a un vide qui s'instaure. Et à ce moment-là, le jeune se dit « bon, c'est fini ». Donc c'est ça qui est important. Moi, vraiment, je vous incite beaucoup à regarder. Alors, ce n'est pas très intéressant, hein, les jeux. Enfin bon, pour certains, ça va, mais on passe assez vite à autre chose. Mais allez regarder les bandes annonces. Ils mettent toujours, il y a des bandes annonces de tous les jeux. Vous allez les regarder, vous lui demandez un peu comment ça se passe, et puis vous avez une représentation de ce qui se passe, de à quoi ils jouent. Et ils sont avec d'autres personnes, c'est intéressant. Donc c'est vraiment une fonction de jeu tout à fait importante, mais ils ont besoin de vous pour vous accompagner parce qu'il faut mettre des limites. Et ça, c'est compliqué, parce que mettre des limites, c'est finalement devenir un peu méchant. Et puis on n'a pas envie d'être méchant, nous sommes de bons parents, on les aime, ces enfants. Et ça, c'est terrible, ça leur met un piège terrible. On a envie de les aimer, là en plus ils sont moins qu'avant, avant il y en avait 15 ou 6. On les aimait tous, mais enfin on en préférait quelques-uns, on ne disait pas trop. Voilà. Bon, je vois qu'il y en a certains qui ont été préférés, d'autres moins. C'est comme ça. Là, maintenant, quand ils sont deux, voilà. Non. Donc, et en plus, on est tout seul face à eux, souvent, donc c'est difficile. Donc, on a envie, ben voilà, on a envie de les aimer, mais on a envie aussi qu'ils nous aiment. Hein, voilà. Et puis ça, c'est difficile, parce que quand on doit dire non, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment pouvoir mettre en place ces limites, c'est très important. Donc, moi, je dis vraiment, il faut éduquer ces enfants par rapport à ces questions de jeux vidéo. Et c'est de votre ressort, c'est pas du mien. Combien de temps on passe sur les jeux vidéo le soir? Je n'en sais rien. Et je m'en fous. Est-ce qu'on doit rentrer à 11h du soir ou à 11h10? Est-ce que c'est la médecine qui dit ça? Quand on rentrait en vélomoteur, je ne sais pas quelle heure, est-ce que c'est le pédopsychiatre qui va dire oui, oh ben non, mais je trouve que c'est à 11h05 que le problème se pose. Non. Donc rester 1 heure sur un jeu, 1h10, 3 heures, 10 minutes, qu'est-ce qu'on en sait? Alors, il y a Serge Tisseron, peut-être que vous avez, c'est celui qui s'occupe un peu de ça, qui a fait un guide qui est très bien, 3, 6, 9, 12. Vous avez regardé ça sur Internet, c'est tout à fait bien, pour l'ensemble, pour donner des guides. Mais autrement, c'est vous, c'est ce que vous êtes capable de tenir qui est important.
Moi, j'avais des patients au départ, je me dis, bon, je vais peut-être leur dire quelque chose. Puis je m'apercevais que si j'avais tout d'un coup des parents qui arrivent avec leur enfant en disant, bon, on aimerait savoir combien de temps et tout, puis je disais, bon, écoutez, voilà, 1 heure par jour. Le gamin, il avait déjà droit à 3 heures par jour. Donc, il ne revient plus, l'enfant. Je disais, mais il est malade. Ou pareil, je disais 1 heure par jour, et puis en fait, des parents avaient accepté 1 heure par semaine. Donc là, c'est les parents qui ne reviennent plus. Donc moi, je dis, bah, alors combien vous en êtes où? Qu'est-ce que vous êtes capable de tenir? Parce que c'est ça le problème. Hein, c'est que, comme on a envie d'être gentil, on essaie de tenir, mais on ne tient pas bien. Et il nous pousse. Et à ce moment-là, on lâche. Donc, comme ce sont des jeux, c'est pas grave si on lâche. Moi, je dis toujours aux parents, bah, voilà, si vous êtes fatigué un soir, et puis qu'il va me dire, ah, je peux jouer aux ailes. Oui, écoute, ce soir, open bar, tu peux jouer, mais alors, toute la nuit. Je suis KO, crevé, j'en ai marre. Tout le monde m'a embêté la journée. Ton père m'énerve. Bon. Donc, tu joues tant que tu veux. C'est tout. Mais demain, je serai là, et ce sera 1 heure comme d'habitude. Parce que là, je pourrais te dire demain. Mais là, ce soir, non. Tu vas m'appeler. Bon. Vous voyez, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Il n'est pas en train de prendre 15 shoots d'héroïne. On n'est pas dans les mêmes choses. Quoi. Là, on pourrait dire, non, vas-y, tout ce que tu veux, l'héroïne ce soir. Non, on ne dirait pas ça. Donc, c'est quand même important de garder cette mesure-là, de savoir ce que vous pouvez tenir. Il n'y a pas de... Enfin, à mon sens, pas de guide complètement. Mais évidemment, après le bon sens que vous pouvez obtenir avec ces enfants. Mais surtout, regardez ce qu'ils font. Voyez un petit peu avec eux comment ça se passe. Alors, ça, c'est pour ces jeux. Il faut aussi connaître, évidemment, on ne peut pas entrer dans un jeu multijoueur juste pendant 10 minutes. Ça ne va pas. Hein, il faut le temps. Alors moi, j'ai une petite histoire comme ça que je ramène toujours. Ça fait longtemps quand même de cette histoire-là. Le père arrive avec son fils. Il m'a téléphoné avant en me disant, docteur, mon fils est soit psychotique, fou, soit toxicomane. Bon. Donc moi, j'avais le choix entre les deux. Je vois arriver le gamin. Le père avait un œil au beurre noir. Bon, ça commence mal. Ils étaient grands, costauds, le fils aussi. Et puis, il n'avait pas l'air du tout ni toxicomane, ni fou. Bon, donc, je dis, bon, comment on va faire? Et en effet, il avait joué aux jeux vidéo. Il était dans son jeu. Et le père, pour 50e fois, qui disait, on va manger et tout ça, il est monté, il a tiré la prise. Le fils s'est levé et pam, il a foutu un coup de poing. Pas très sympa, mais enfin, bon, il avait bien cherché, le père. Hein, bon. Je n'ai pas dit ça. Mais on a travaillé cette histoire-là avec le père. J'avais de la chance, ce père, quand il était plus jeune, il était gardien de foot et il adorait ça, il était passionné, donc c'était vraiment formidable, c'était toute sa vie. Bon, je lui dis, bah, écoutez, voilà, imaginez-vous sur le terrain, vous êtes sur le terrain, vous êtes gardien de foot, bon, ça va, votre équipe mène 1-0, c'est quand même sympa, et puis on arrive à la dernière minute et boum, penalty contre votre équipe, donc vous allez pouvoir sauver votre équipe. Donc vous êtes là, alors il était là, et puis ben voilà, il y a l'adversaire qui s'élance, qui va tirer dans le ballon, et à ce moment-là, il y a votre mère qui arrive sur le terrain et qui dit on mange, et puis qui vous prend par la main. Il m'a dit oh je l'aurais comme ça, ben, je dis ben voilà, c'est tout. C'est la même chose. Hein, sur ces jeux qui sont multijoueurs, si vous dites ben voilà, il va falloir que je parte parce que on doit manger, il faut qu'il... Écoutez, il est là, il est avec son épée, il va tuer le monstre. Vous voyez, si on débranche, il disparaît du truc. Alors ça va encore, mais s'il tient lui, par exemple, la pyramide des personnes autour de lui pour tuer le monstre, sinon là, tout le monde s'écroule. Donc ça ne va pas. Donc évidemment que, bon, vous me direz, c'est pas très malin d'aller tuer un monstre, d'aller mettre un ballon dans un filet, franchement, c'est pas forcément beaucoup plus extraordinaire. Enfin, ça c'est autre chose. Mais disons que à ce moment-là, il va demander, dire attention, là je vais devoir manger dans 10 minutes, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui me remplace. Alors il va chercher, trouver quelqu'un qui le remplace, après ça il descend, il va enlever ses affaires au vestiaire, comme pour le match de foot, on va se doucher avant de venir manger quand même, donc du coup il faut faire tout ça. Après il retourne sur le terrain quand même pour voir si qu'est-ce qui se passe, et puis il repart. Ça prend un quart d'heure pour sortir du jeu. Donc ça, il faut bien prendre conscience de ça en disant attention, on va manger dans un quart d'heure, donc tu arrêtes maintenant. Et ils le font. Parce que s'ils ne le font pas, ça débranche, les gens s'écroulent, et le lendemain, ils ne jouent plus. Parce que le gars dit, non mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais un patient qui était très bon, c'était sur World of Warcraft, donc ça fait déjà un moment. Et lui, donc, il gérait une guilde c'est une équipe. Hein,
Et la première question qu'il posait comme CV, c'est « Est-ce que tu sais gérer tes parents ?» Première question. Parce que, évidemment, si tout d'un coup les parents débranchent, c'est fini, pas de jeu. Donc, nous, c'est sérieux, là, on joue. Hein. Tes parents, c'est autre chose. Ils veulent aller se promener dimanche après-midi, ça suffit. Là, on est au boulot, nous aussi, on joue. Donc, il y a tout un code, tout un apprentissage que vous devez, vous, avoir avec l'adolescent pour travailler ces questions. Je ne sais plus où j'en suis au niveau des horaires. Si ça... Quelques minutes encore? Ça va? Bon. Alors, bon, ça c'est pour les jeux. Et puis il y a la question quand même des réseaux sociaux, des selfies, des choses de ce type-là. L'adolescence, c'est une promesse. Normalement, on change. Hein, on dit on va changer. Puis vous allez regarder, c'est comme sur Internet. Finalement, il y a une correspondance entre l'adolescence et Internet, c'est que, ou les ordinateurs, c'est qu'il y a des mises à jour. Vous avez remarqué, on a toujours des mises à jour. Vous cliquez, il y a une barre qui fait bzzz, tac, et puis il ne se passe rien. Enfin, regardez, ça a été mis à jour. Bon, ok. Ben, l'adolescent, c'est pareil. Tous les matins, il va regarder dans sa glace. Là, il est toujours. Ah, un bouton de plus ou pas. Bon. Il cherche à savoir s'il va devenir adolescent. Et comment ça se passe. Et est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais changer? Donc, il n'y a pas tellement de signes qui lui montrent qu'il change. Alors, du coup, ben, quand il est complètement bourré, avec les cheveux éclatés, il se fait un selfie, et puis il amène ça à tout le monde. Ah, je ne suis pas le même, là, vous l'avez vu, je change. Et là, j'ai les infirmières qui sont scolaires, qui me disent oh, ils font des trucs terribles, c'est horreur. Ah, ils sont là allongés, ils ont pris une photo. En plus, ils prennent des photos alors qu'ils sont avec la oh, quelle horreur, c'est terrible. Je dis bah oui, mais nous, on n'avait pas de photos, mais on n'était pas mieux. Il n'y en avait pas de. Alors, il y a des polaroïdes, et après, on n'arrivait plus à s'occuper du polaroïd parce qu'il était tombé dans le caniveau. Enfin, donc, c'est des preuves de changement. Hein. Ils ont besoin d'avoir comme ça des preuves de changement. Alors, on arrive sur un sujet, là, ça va. Parce que l'alcool c'est autorisé, tout ça, ça va bien. Mais il y a un autre sujet qui est plus compliqué, et pour lequel je dis que je dérape de temps en temps, donc vous allez supporter plus ou moins ça. Hein. C'est le fait que, pour savoir qu'on devient un adolescent ou une adolescente, c'est le regard de la rue qui l'amène. C'est-à-dire que pour l'adolescent, il fait une bêtise, on dit ça y est, bon, il est adolescent, ça va. Bon. Pour la jeune fille, c'est plus compliqué. Parce que bon, bien sûr, il y a les règles. Enfin, ce n'est pas les règles qui font qu'on est tout d'un coup adolescente. On ne se dit pas, tiens, chouette. Bon. Mais enfin, bon, il y a ces mouvements. Et puis après, il y a la transformation du corps. Et dans cette transformation du corps, il va y avoir le regard de la rue. Et le regard de la rue va changer. Et puis l'adolescente va sentir qu'on ne la regarde plus pareil. Tiens, il y a des endroits du corps qui sont visiblement plus intéressants que d'autres. Bon. Alors évidemment les hommes qui disent tiens, une nouvelle gazelle qui est sur là, on va voir comment elle est, celle-là. Et puis surtout les femmes, une nouvelle rivale qui arrive. Dangereuse, pas dangereuse. Bon. Et là, à ce moment-là, l'adolescente, elle sait qu'elle devient adolescente. Elle dit ça y est, il se passe quelque chose. Bon. Alors, en même temps, quand on est un peu fragile et qu'on a besoin de savoir si on est adolescente ou pas, du coup, on a qu'à essayer de se montrer un peu plus, soit mettre des choses très mini. Pour dire est-ce que ça se voit, ou bien alors au contraire des grands pulls énormes, comme ça, on dit, il y a sûrement plein de choses à voir dedans, mais vous ne verrez rien. Bon. Ce serait plus simple qu'on les sorte toutes nues. Vous voyez, on les met dehors en disant voilà, paf, non, bon, pas encore. Voilà, bon. Mais vous avez vu, ça ne se fait pas. Mais finalement, il y a peu de. Peut-être à Delémont, je ne sais pas, mais en tout cas à Lausanne, pas. Ça. Bon. Et bien du coup, ça se fait maintenant. Mais ça se fait grâce à la webcam. Vous voyez, hop, on monte ses seins. 2 vues. Tac, 300 vues. Ça y est, je suis adolescente. Alors derrière, il y a évidemment capture d'écran, et ça se passe dans la classe, harcèlement, machin, tout ça, et ça devient compliqué. Alors, dans ces cas-là, voilà, il y a les écoles qui appellent, évidemment le pédopsychiatre, en disant venez, on va organiser avec tous les élèves du collège, dans la aula, et puis vous allez venir faire de la prévention sur le harcèlement, sur la sexualité, et tout ça. Je dis, moi d'abord, je suis hyper timide, moi les ados comme ça, pas du tout. Les parents, ça va, ils écoutent plus ou moins, mais les ados, ils sont là, quand ils sont là, ils écoutent. Hein, donc moi, je ne peux pas raconter que des bêtises. Bon, donc je leur ai dit non, alors on ne fait pas ça. Vraiment, c'est important, même si c'est un peu provocateur ce que je vais dire là, mais je travaille beaucoup maintenant dans l'établissement à ce niveau-là, en disant,
on ne s'excite pas. Hein. Donc moi, je ne vais pas venir, mais la prof de classe vient, prend le téléphone portable du gars qui a fait la capture d'écran, par exemple, hein, puis voilà, elle va dire là, aujourd'hui, nous avons une nouvelle paire de seins dans le monde, voilà, elle appartient à mademoiselle, merci, plutôt jolie, donc tout va bien, voilà, merci. Peut-être que la semaine prochaine, il y en aura une autre, voilà, bon. Et puis, très bien, on remercie. Voilà. Et puis, si des garçons veulent voir d'autres paires de seins, vous allez sur YouPorn, il y en a plein. Hein. Voilà. Et maintenant, on commence le cours. Point barre. Ça suffit. On ne veut pas entendre d'excitation autour de ça. Cette adolescente, elle voulait avoir la confirmation qu'elle était adolescente. Elle ne voulait pas devenir une actrice porno, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et si nous, on s'excite autour de ça, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en nous. Donc c'est très important de retrouver... Alors évidemment, derrière, on peut lui proposer qu'elle aille voir l'infirmière scolaire, si ça prend des premiers... Mais généralement, ça calme. L'adolescent, il aurait tout à coup, il dit, alors que si on doit faire des grandes théories, on va venir des médecins, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas l'affaire. On est complètement... ça ne va pas. Alors qu'on a tous essayé de regarder sous les jupes des filles, ou les filles, pareil, regarder aussi. Vous voyez ? Donc, il faut reprendre un peu une confiance en nous par rapport à nos ados. Autant en regardant les jeux, en essayant de voir ces choses-là. Ils sont sympas, plutôt. Ils ont plutôt envie d'être avec nous, de nous montrer des choses. Et nous, on leur dit, attention, tu vas devenir ici, tu vas devenir ça. Donc, il faut faire attention. Donc, moi, je dis vraiment que là, vous pouvez... par rapport à ces questions-là autour de la sexualité, ils sont très pudiques, bien sûr. En consultation, ils nous racontent là, ils sont amoureux, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas comment faire, comment on va dire bonjour. Moi, j'en avais un, ça c'est une histoire aussi formidable, là. Un adolescent qui était là, qui me dit, bon, moi je suis timide, je ne sais pas comment faire avec les filles et tout. Mais j'ai trouvé une astuce, c'est que je vais me mettre sur les chats de filles. C'était il y a un petit moment, c'était Messenger. Ça. Je vais me mettre sur les chats de filles, puis je vais m'appeler Véronique. Comme ça, je vais avoir les discussions des filles, et puis comme ça, quand je verrai une fille, je pourrai discuter avec elle des sujets qu'elles ont discutés, comme ça, voilà, très bien. Bon, ok, bah vas-y. Hein. Au bout d'un moment, je lui demandais quand même, ça m'intéressait aussi. Donc alors, c'est quoi les trucs et tout? Il me dit, bon, ben, finalement, c'est pas hyper intéressant, quand même, je dois dire, c'est pas très intéressant. Ça m'embête plutôt. Mais enfin, bon, il y a peut-être, je commence à être quand même amoureux d'une, là, quand même, c'est sympa et tout ça, bon, ok. Et puis donc, au fil et à mesure, ils sont devenus très, très, très ensemble, tout ça. Puis ils se sont donné rendez-vous, parce qu'évidemment, ils étaient très éloignés. Et puis quand ils se sont donné rendez-vous, ben, c'était un autre mec. Il avait fait la même chose. C'est quand même incroyable. Ça, il avait réussi à le trouver, paf, il s'était rencontré, il dit « Oh, c'est toi !» Ils sont devenus hyper potes. Donc vous voyez, il y a des choses extraordinaires sur Internet. Mais je crois qu'il faut vraiment imaginer ça comme un monde qui existe à part entière. C'est pas virtuel, c'est vraiment, ils sont en lien. Donc la première chose que vous pouvez, pour vous rassurer par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'ils passent du temps, c'est compliqué, ils ont du mal à les faire sortir, c'est très captivant. Donc soit vous êtes en effet assez dur, c'est-à-dire stop, tu arrêtes maintenant. Bon, il faut supporter l'agressivité de ces adolescents. Mais évidemment, bien connaître un peu tout ce qu'il en est dans les jeux, dans les types de jeux qu'ils jouent, il y a des choses extraordinaires avec moi, je fais des profils de jeunes en fonction du jeu qu'ils jouent. Donc, c'est vrai qu'on l'utilise, nous, dans les thérapies, avec l'avatar. L'avatar, ça va pour tout le monde, hein, donc, c'est la petite figurine. Donc, on joue beaucoup. Moi, je travaille beaucoup. Alors, je ne joue pas parce que je suis nul, mais je joue beaucoup aux dés, aux échecs, aux choses comme ça. Mais les jeux vidéo, non. Mais par contre, je travaille beaucoup avec eux sur leur avatar. L'évolution, ils me montrent beaucoup comment, et c'est très intéressant de voir comment, finalement, ils mettent énormément d'eux. Là, j'avais un timide qui était là, et puis il joue donc, justement à Fortnite, et puis il montrait son personnage. C'était un pirate avec des cheveux roses, des trucs incroyables. Je me dis, ah ben c'est toi, d'accord, ok. Ben, il y a une petite différence entre ce que tu montres et puis ce que tu as au fond de toi. Hein. Et donc, on va travailler sur peut-être son agressivité, la façon dont il peut montrer. Et donc, c'est à partir de leur vie à eux, qui sont maintenant, leur vie est vraiment sur Internet, qu'il faut pouvoir les appréhender et discuter et ne pas en avoir peur. C'est les ados qui ont peur de nous. C'est pas nous. Nous, on est là, on a passé l'adolescence plus ou moins bien, c'est vrai, mais on a passé l'adolescence. Et l'adolescence, c'est un moment quand même critique, un moment difficile, malheureusement, où il peut y avoir des choses assez dramatiques. Donc les ados, ils savent bien. Donc ils ont peur. Donc ils ont besoin de vous. Ils ont besoin que vous puissiez les rassurer en disant, ben voilà, on est là, et puis c'est sympa d'être adulte,
C'est un peu compliqué de temps en temps parce qu'il y a des problèmes et tout, mais c'est quand même sympa. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, ce qui est peut-être un peu difficile aussi pour nous, c'est qu'on se sent dépassé par ces adolescents et même par ces enfants qui, vous avez remarqué, si vous devez changer le code PIN de votre téléphone, je ne sais pas quoi, vous donnez à votre gamin de 2 ans, c'est fait en 2 ans. Quand vous envoyez un SMS, boum, 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 vous avez la réponse avant d'avoir envoyé les SMS, c'est votre enfant. Si vous envoyez un SMS, vous posez votre truc, ça fait bzzz, vous répondez, c'est un collègue. Si vous faites la même chose, vous faites tac, pas de réponse, c'est vos parents. Et c'est la génération, c'est comme ça. Donc ça fait partie de l'ordre des choses, mais c'est vrai qu'on est dans un moment où on a l'impression que ce sont les enfants qui nous apprennent. Et ça nous fait un peu peur, notamment sur le plan scolaire. C'est-à-dire que l'autorité qu'on pouvait avoir en tant que parent, parce qu'on parle beaucoup d'autorité, l'autorité qu'on pouvait avoir avec la force, ça marchait bien. On tapait les gamins. C'était génial. Bam, et puis hop, ils ne disaient rien. Oh, magique. Dans une classe, vous tapez un, les autres, ils ne vous foutaient plus après. Hein. Celui qui était embêtant, des fois, il fallait taper plusieurs fois. Mais les autres, ils s'arrêtaient. Maintenant, vous ne pouvez plus. Donc du coup, les autres, ils s'énervent, et puis on fait un distributeur de Ritaline, et puis ça marche mieux. Bon. J'exagère un peu. Hein. Mais donc, vous voyez, la force, ça marchait, ça ne marche plus, on n'a plus le droit, et c'est très bien. Donc il faut trouver une autre forme d'autorité. Alors, on avait le savoir. Je déconne, là, c'est pas du tout ce qui est dit. Tu sais plus ta géographie, papa. Ah oui, c'est vrai. Donc le savoir, c'est fini, quoi. Ils l'ont dans la poche. Donc même à l'école, c'est terminé. Donc faire autorité par le savoir, ça va être difficile. Donc en effet, après, on peut faire autorité par les valeurs, et puis il faut les tenir, les valeurs. Donc ça, c'est compliqué. Donc on peut plutôt proposer que de faire autorité par les valeurs. On essaie de faire autorité par séduction, et ça, c'est vraiment pas bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a les populaires, des choses comme ça. Alors on voit bien combien il peut y avoir des confusions, des choses qui ne sont pas tout à fait, intéressantes pour le développement de l'enfant. Donc il nous reste simplement notre expérience d'être passé comme adulte. Et ça, c'est hyper important. Vous êtes passé. Eux, on ne sait pas encore. Vous voyez ? Donc vous pouvez leur dire, bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je suis là. Là, il y a le torrent qui est ici, là, tu dois passer ce côté-ci, il y a un fil. Il n'est pas très gros, hein, le fil, donc tu dois passer là. Moi, j'ai réussi. Voilà. À toi. Si tu tombes, t'es mort. Alors, va t'entraîner sur les jeux, hein, d'accord, mais montre-moi les jeux qui permettent de passer le fil, plutôt que ceux qui coupent le fil, par exemple. Donc, vous voyez, c'est très important de pouvoir dire, ben voilà, je suis là de l'autre côté, je vous attends, j'ai les moyens. Et même si je ne sais pas jouer aux jeux vidéo, montre-moi, c'est intéressant, c'est pas menaçant, c'est pas compliqué. Vous avez après plein de normes, PEGI, de choses comme ça que vous pouvez aller voir, et vous faites votre propre, vraiment votre propre conviction de savoir si c'est intéressant pour votre enfant ou pas. Parce qu'il y a plein de normes, il y a plein de choses comme ça. C'est vrai qu'on ne donne pas à Noël une Kalachnikov chargée à un enfant de 4 ans. Non, un truc en plastique, des fois, ils ont quand même un pistolet en plastique. Ils vous appellent pan, après, bon. Mais évidemment, c'est pas chargé. Donc c'est pareil pour les jeux vidéo. Donc regardez-les avant qu'ils jouent. Et puis, ils vont toujours regarder le pire chez les voisins. Parce que les parents et les voisins, c'est toujours des laxistes. On sait tous ça. Et puis, c'est pas grave. Ça vous permet de mettre vos valeurs à vous. Peut-être que là-bas, tu as regardé ça, mais à la maison, c'est non. Mais pourquoi ? Parce que nous, on ne supporte pas ça, donc vous pouvez à ce moment-là discuter des valeurs. Et vous remettez à ce moment-là vos capacités éducatives, plutôt que de dire on n'y comprend rien, ils sont addicts, on va aller voir le médecin. Hein, voilà, mais c'est beaucoup ça. Voilà, je vais m'arrêter là, ça va pour ce moment. Et puis, voilà, on peut avoir des questions, puis après on a une table ronde, une discussion, tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir, merci pour votre présence. Je vais vous présenter les prestations d'Addiction Jura, puisque Addiction Jura est la fondation traitant des problématiques d'addiction pour l'ensemble du canton, et depuis peu, on s'occupe également de tout ce qui est dépendance aux écrans et aux addictions comportementales globales,
les jeux d'argent, les écrans, Facebook et autres. Donc Addiction Jura, elle est peut-être plus connue par le passé sous le nom de Fondation Dépendance, puisqu'on a changé en 2014. Et là, on est devenu la Fondation Addiction Jura pour se coller aussi un petit peu à la réalité des addictions comportementales, puisqu'on ne prend plus une approche comme par le passé, qui était focalisée sur le produit. On prenait l'héroïne, la cocaïne, l'alcool, le cannabis. Et maintenant, on travaille sur l'addiction comportementale en prenant quand même en exergue, en arrière-plan, toutes les addictions aux produits. On se base sur la politique des 4 piliers. Donc ça, c'est au niveau de la Confédération. La loi fédérale sur les stupéfiants prend la problématique sous la forme de la prévention, de la réduction des risques, du traitement et la répression. Donc la répression, on va dire que c'est plus l'axe police ou les contrôles alcool. Mais pour notre part, nous travaillons sur la prévention, traitement et réduction des risques, et c'est effectué par l'ensemble des intervenants de la Fondation. Rapidement pour les statuts, donc effectivement, on a une part importante, c'est l'information, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait également dans les écoles dans le cadre de la prévention au niveau des 11e Armos. On a également une partie qui est vraiment focalisée sur l'aide et le soutien aux personnes directement concernées par rapport à une problématique d'addiction, donc soit sur les secteurs ambulatoires par des entretiens individuels ou de couple, mais également sur le secteur résidentiel à Clos-Henri, où là on accueille des personnes pour une durée minimale de 6 semaines pour un séjour traitant de la problématique des addictions. L'accueil et le traitement des personnes dépendantes, c'est vrai qu'on a un accueil qui est effectué sur le secteur ambulatoire de Delémont et puis de Porrentruy, et on effectue aussi des médications de traitement de substitution. Il y a toute une phase de réadaptation socio-professionnelle pour les personnes qui sont en rupture. Depuis de nombreuses années, on les oriente sur de nouvelles structures dans le but de pouvoir soit reprendre une activité professionnelle, soit se réorienter, soit trouver des solutions qui permettent à la personne d'occuper ses journées. Et naturellement, on collabore avec les institutions publiques et privées, que ce soit du canton du Jura, mais également au niveau des extra-cantonaux. Un élément important, on accueille les personnes qui ont une problématique de consommation, d'addiction, mais également les proches. C'est-à-dire que les proches, je vais le définir plus tard, mais ont la possibilité de recevoir des prestations, même si ce ne sont pas eux qui ont des problèmes de consommation. Ils peuvent venir s'informer, ils peuvent avoir un accompagnement individualisé par rapport à leurs proches, afin de pouvoir apporter des modifications dans la structure familiale et essayer de trouver des alternatives aux difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la problématique, elle peut être liée à une substance, mais également à un comportement, que ce soit jeux, écran, casino, tactilo et le sport. Vous pouvez nous trouver, donc on parle au niveau régional, donc nous avons un site ambulatoire à Porrentruy, un site ambulatoire à Delémont et le site résidentiel à Clos-Henri. Depuis peu, les prestations ambulatoires sont également fournies par l'équipe de Clos-Henri, puisqu'il y a une augmentation des accompagnements qui sont effectués. Dès lors, Clos-Henri fournit également des prestations ambulatoires pour les Franches-Montagnes. Donc les différents contacts, ce sont sur le site de Delémont, Porrentruy, Clos-Henri. Il est important à relever que l'ensemble des équipes de la Fondation sont formées par des intervenants sociaux ou des infirmiers. Et chaque intervenant a suivi une formation spécifique dans le domaine des addictions dans son parcours. Dès son engagement, c'est planifié une formation afin de pouvoir avoir ce regard spécifique à cette problématique qui est peu abordée fondamentalement dans le cadre des formations initiales. Nous avons également un médecin psychiatre qui intervient sur les 3 sites. Nous avons des psychologues et des psychothérapeutes qui interviennent également. Et un élément important, c'est que toutes les prestations sont gratuites, mis à part les prestations des psychothérapeutes et de la psychiatre. Là, ce sont des actes médicaux délégués. Mais par contre, toutes les prestations fournies par les intervenants, les conseils, les brefs conseils, sont gratuits. Au niveau de la structure, donc on a un accueil qui est ouvert tous les jours sur les sites ambulatoires. Nous avons un accompagnement également psychosocial individualisé, donc il y a des entretiens individuels qui sont effectués. L'élément
idéal dans des situations telles que celles qu'on peut rencontrer par rapport aux problématiques des écrans ou avec les jeunes, c'est de pouvoir avoir un intervenant qui accompagne le jeune et un intervenant qui accompagne la famille. Et ensuite, il y a des entretiens de famille qui sont organisés afin de pouvoir effectuer un travail en collaboration et que chaque partie améliore un petit peu la compréhension de la problématique et les points de vue de chacune des personnes de la famille. Les proches, effectivement, souvent nous recevons des téléphones plutôt des parents qui sont très inquiets. L'enfant ne rencontre pas trop de difficultés à son sens, mais les proches nous interpellent régulièrement et pour la problématique des écrans, c'est souvent par téléphone, il n'y a peu forcément de contact immédiat et direct. Une des prestations qui sont fournies en ambulatoire, là on est plus dans le domaine des addictions avec un produit, c'est la réduction des risques et des dommages. Et nous effectuons également des préventions scolaires et festives. Et dans le cas de la prévention scolaire, c'est un des éléments qui revient en termes de questions depuis peu de temps. Mais il y a énormément d'écoles qui nous interpellent sur une prévention spécifique par rapport à cette problématique des écrans. En pratique, donc comment entrer en contact avec nous? C'est vrai que c'est très simple d'une certaine manière parce que finalement les intervenants répondent au téléphone tous les jours. Ils peuvent fournir une première partie des renseignements par téléphone. Si la problématique est un peu plus conséquente ou que la personne souhaite avoir un entretien, il est simple d'agender une séance pour approfondir un petit peu la situation afin de pouvoir avancer dans les conseils qui peuvent être fournis pour trouver des solutions. Ensuite, on peut passer aux entretiens individuels, comme indiqué tout à l'heure, avec des intervenants qui vont accompagner le jeune, un autre qui va accompagner les parents, et puis ensuite, il y a des réunions qui sont faites de famille. Et puis, sinon, il y a la possibilité d'avoir uniquement les parents en entretien si le jeune, par exemple, ne souhaite pas venir. Qui peut nous contacter? La personne qui rencontre la difficulté, il est clair, mais effectivement, les proches que j'ai définis comme ça, les parents, les conjoints, il y a les milieux scolaires et professionnels qui nous interpellent régulièrement par rapport aux proches. Les employeurs également qui s'inquiètent aussi de l'utilisation et des pauses toilettes fréquentes et très longues parce que finalement, ils restent longuement sur Facebook et autres. Et souvent, on a les médecins traitants qui nous interpellent également par rapport à un questionnement sur le fonctionnement de la personne face à son jeu. Addiction Jura a effectué un quiz que vous pouvez trouver sur le site d'Addiction Jura. On a décliné actuellement deux quiz, c'est le test sur les jeux vidéo et un autre quiz sur les jeux d'argent qui permettent de définir approximativement la nécessité d'avoir un contact ou est-ce qu'il n'y a aucun problème. On a joué vraiment la carte de la proximité parce qu'effectivement, en termes de données, de documents officiels de recherche et autres, on redirige les informations, les personnes qui veulent les piocher un petit peu plus au niveau de ces informations, on les redirige sur le site d'Addiction Suisse. Par contre, nous, on est à disposition au téléphone ou en contact direct par rapport à ces questionnements. Voilà en bref les différentes prestations. J'ai souhaité faire rapidement la présentation de la Fondation juste pour indiquer que les intervenants sont à disposition, sont disponibles. En parallèle de ça, je pense que c'est important que vous puissiez poser les différentes questions autour de la table ronde. Mais sachez qu'en visitant le site Addiction Jura, vous aurez tous les renseignements nécessaires par rapport aux prestations qui sont fournies et les coordonnées des différents sites. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite. Je pense que vous avez plein de questions à poser à nos intervenants. Donc, on va revenir juste à la slide d'avant. Les personnes ont été présentées. Peut-être Stéphane, tu veux rejoindre la table ronde. Et puis, on va essayer de passer les micros. Mais ça va peut-être être difficile. Donc, sinon, vous parlez très fort en posant vos questions. Oui, on va essayer de parler fort sans micro.
Donc je lance maintenant la discussion. On a ici des professionnels qui côtoient les adolescents dans différents domaines qui vont répondre à vos questions et animer le débat. Donc est-ce qu'il y a une première question? C'est toujours la plus dure. Moi, j'ai peut-être une question pour... Oui. Ah, alors parfait. La première question que j'aurais à vous poser concernant les jeux vidéo, puisqu'il était question des jeux vidéo, me semble s'orienter principalement sur les garçons, plus que sur les filles, qui peut-être de nouveau intuitivement seraient davantage intéressés par les réseaux sociaux. Et qu'en est-il de la dépendance que vous constatez en matière de jeux vidéo, à mon sens, qui concerne essentiellement des garçons et moins des filles. Voilà, c'est la première question que je dépose. Alors, vous avez en partie raison, mais les filles jouent aussi beaucoup. Alors, il y a toujours des études qui se font, hein, mais on considère qu'elles passent plus de temps sur les écrans que les garçons. Mais en période saccadée, alors beaucoup en discutant, en effet, hein, et en même temps en faisant plusieurs tâches. C'est-à-dire qu'elles font également des petits jeux où elles se battent avec leurs copines pour avoir des scores, des choses comme ça. Donc il y a plein de petits jeux comme ça qui sont faits, des jeux de cartes, des jeux de machin. Et puis, alors que les garçons se mettent ensemble, en équipe, pour aller tuer le monstre, quoi. Donc, c'est vraiment deux palettes très différentes de styles de jeu. Mais vous avez ça aussi pour les enfants. Hein, les filles jouent au poney. Vous savez, elles font tagadak, tagadak. Elles vont sur les jeux qu'il y a. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a plein de jeux comme ça au niveau de l'équitation, alors que les garçons, ça va être aussi sur Harry Potter, avec des quêtes importantes. Donc il y a vraiment une différenciation au niveau des genres. Alors, bon, moi je n'aime pas trop le terme d'addiction pour les jeux vidéo, on le sait. Ça existe un tout petit peu, mais c'est vraiment très très faible, et surtout pas à l'adolescence. À l'adolescence, c'est encore très ouvert, donc moi j'essaie de ne pas trop ancrer là-dessus, donc que ce soit pour les garçons ou pour les filles, mais on peut constater qu'il y a de temps en temps une certaine population, en effet plus de garçons, qui vont rester complètement cloîtrés chez eux, mais c'est plutôt des jeunes adultes, on va dire, hein, qui n'arrivent pas à s'insérer finalement, alors qu'ils sont intelligents, et puis on voit bien qu'ils ont une espèce de peur de l'extérieur, et ils passent tout leur temps, ils connaissent de manière extraordinaire, grâce à YouTube, grâce à tout ce qui est sur Internet, ils ne sont pas simplement que sur des jeux, ils sont sur l'ensemble de la toile, et donc ils connaissent très bien le monde, mais ils n'y vont pas. Et là, on a en effet un peu une crainte. Alors, sur le plan psychiatrique, on assimile ça, mais c'est vraiment avec des pincettes. On est en train de discuter de ça avec quelques collègues pour essayer de comprendre si dans les personnalités il y a des similitudes. Avec, du côté des filles, la question de l'anorexie mentale, des troubles alimentaires, si on veut, qui sont aussi considérés comme une forme d'addiction et qui sont aussi considérés comme une forme de difficulté à entrer dans le monde adulte. Donc on essaie de travailler un peu là-dessus, mais par contre, après, on est tous accros et dépendants des réseaux sociaux, parce que dès qu'on va sortir, tout le monde va regarder s'il a reçu des messages, des choses comme ça. Donc il y a aussi ça. J'enchaîne sur une autre question. Vous avez montré avant, Dr Stéphane, qu'il y avait eu comme un glissement de la problématique, donc du cannabis qui était le problème, pour arriver maintenant aux écrans. Par rapport aux autres intervenants qui sont ici sur cette table ronde, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez remarqué dans votre pratique au quotidien? Je veux bien répondre, oui. On entend beaucoup plus parler d'écran, On entend beaucoup plus parler d'écran que de cannabis. Je suis intervenant socio-éducatif à EMO et effectivement, on entend plus souvent parler d'écran, oui. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est simplement dans l'air du temps? Est-ce que c'est parce que ça intéresse beaucoup de monde et que ça inquiète beaucoup de parents? Je ne serais pas en mesure de le dire, mais de manière empirique, concrète, on entend beaucoup plus parler de ça, oui.
peut-être pour compléter, effectivement, c'est vrai qu'actuellement, nous recevons... Alors, on rencontre toutes les classes 11e Armos dans le cadre d'un projet Réaction, donc, qui est fait avec la Fondation O2 et Addiction Jura. Et puis, depuis 3 ans, 2 ans et demi maintenant, c'est vrai qu'on a des sollicitations des écoles, des commissions des parents également, ou l'université populaire. C'est vrai que la preuve aujourd'hui, je ne sais pas combien peut contenir cette salle, mais ô combien on est complet. C'est un sujet très sensible. Et puis effectivement, je pense que si on avait fait une sollicitation sur le cannabis, c'est comme vous disiez tout à l'heure, hein, il y a des pics sur certaines difficultés, et puis maintenant le cannabis, on en parle un petit peu moins, mais c'est les écrans qui questionnent énormément. Alors est-ce que c'est l'inconnu? Est-ce que c'est peut-être le manque de recul aussi par rapport à certaines littératures? Est-ce que c'est un thème, parce que tous les parents aujourd'hui, voilà, il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que à l'époque, dans les années 90, quand on allait sur Internet, il fallait réfléchir 15 fois avant de télécharger une photo. Maintenant, on a une immédiateté de la réponse. Et c'est tellement ancré dans les habitudes et le fonctionnement, on voit que tout le monde est sur son smartphone, alors que le cannabis est plutôt un petit peu sur le côté. Il y a une autre implication du cannabis dans la société actuellement que les écrans. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui font qu'il y a beaucoup de sollicitations par rapport à ça. Si je peux rajouter quelque chose, moi je suis infirmière scolaire et je crois que ce qui préoccupe beaucoup par rapport aux écrans, c'est que c'est tous les jours et puis que ça rentre dans l'école et que ça crée beaucoup de difficultés parfois dans la gestion même de l'écran. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on le stoppe? Est-ce qu'on l'interdit? Est-ce qu'on permet ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de ces élèves qui arrivent avec des téléphones? C'est toute une organisation. Si un jour on décide qu'ils ne doivent plus venir à l'école avec, il y a le trajet, les parents ont des inquiétudes. Donc on est aussi à quelque part, en tant que parents, même interpellés par le fait de ne tout d'un coup plus mettre les téléphones, par exemple, aux enfants pour venir à l'école. S'il arrive quelque chose, comment est-ce qu'il va me prévenir? C'est quelque chose que les parents donnent souvent comme motivation à donner, à offrir un téléphone portable à l'entrée au collège, par exemple. Clairement, quand nous on discute avec les élèves, le premier téléphone, il est officiel à l'entrée au collège parce qu'il va aller à Delémont, à Port-Rentruy, et qu'il quitte son petit cocon habituel. Donc je pense que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de téléphone aussi. Et puis que voilà, il y a quelques élèves qui ont des difficultés et du coup, on ne voit que ceux-là. Finalement, on ne voit que cette partie-là et tous les autres qui arrivent assez bien finalement parfois à gérer. Moi j'ai une question. Je travaille en crèche et puis c'est vrai qu'on remarque de plus en plus d'enfants qui n'arrivent pas à manger, puis on entend d'abord des parents mais qui ne le disent pas directement. Parce qu'ils mangent à la maison devant la tablette, le téléphone, du coup, à la crèche, ils faut manger. Donc, comment faire pour aider les parents et les enfants? Où c'est qu'on pourrait les orienter dans un type de service? Comment on fait de la prévention face à ça? Et à partir de 1 an. Hein. Vous avez des tablettes dans les crèches? Pas. Sinon, vous mettez, vous savez, les machines à laver, ça marche très bien aussi quand ça tourne. C'est tout ce qui bouge. Hein. Mais regardez, c'est vrai que sur YouTube, vous avez des vidéos d'enfants qui sont capables de chercher dès 6 mois sur des tablettes avec le doigt. Ils vont chercher des choses avec des bulles. C'est formidable. C'est formidable. Mais encore une fois, il faut éduquer. Donc, c'est la capacité de mettre des limites. La télé a joué à un moment donné ce rôle de babysitter aussi. Enfin, on sait très bien, on a tous fait une fois fatigué, même une cassette ou un DVD. Donc c'est vrai que c'est problématique. Mais bon, alors à ce moment-là, je pense que c'est votre qualité à vous d'avoir aussi un rôle éducatif et que c'est pas forcément une consultation. Alors après, il peut y avoir des personnes qui sont débordées, qui ont des difficultés aussi sociales et tout ce qu'on veut, mais avant tout, c'est d'abord une question éducative. C'est-à-dire vous avez justement le 3, 6, 9, normalement, le Serge Tisseron dit avant de 3 ans, pas d'écran. Bon.
Mais quand on en discute, évidemment qu'il y a des écrans avant 3 ans, mais c'est pour dire qu'il est préférable de ne pas... Alors évidemment, pendant qu'on mange, c'est pire, on est tout à fait d'accord dans ce que vous dites, est dramatique. D'aller voir le pédopsychiatre ou des structures pour cette question-là, il va falloir ouvrir pas mal de structures, quoi. Et là, vous avez, peut-être un rôle d'information, d'éducation, mais c'est compliqué parce qu'on a une société qui demande des spécialistes de tout. Et donc, alors que, voilà, est-ce que l'enseignant éduque, est-ce que l'éducateur enseigne, tout ça, enfin, c'est vraiment des questions importantes que l'on a. On est hyper spécialisés, on est tous interdisciplinaires, et on fait tous des réseaux extraordinaires. Et puis des fois, quand on est tout seul dans un coin et puis qu'il faut dire quelque chose aux parents, il faut le dire. Même s'il est inadéquat, même si ce n'est pas forcément notre rôle, à mon sens, on peut avoir aussi un rôle d'adulte, de pouvoir dire, il me semble que peut-être les écrans, pendant qu'on mange, c'est pas... Et puis elle va peut-être vous dire, mais moi, j'y arrive pas, et à ce moment-là, on peut l'aider. Hein, reprenez un rôle actif d'adulte auprès de la population. Je ne sais pas, il y a un côté un peu civique là-dedans, dans la rue, tout ça. Ça me paraît important. Plutôt que d'avoir à chaque fois à chercher un spécialiste. En plus, les spécialistes, ils ne sont jamais d'accord. Forcément, ils sont spécialistes. Donc, pour être spécialiste, il faut se démarquer un peu des autres. Donc, il faut avoir son point de vue plus pointu que l'autre. Et puis, si vous voyez un rond, il va savoir ça, le spécialiste. L'autre va avoir ça, il va lui dire... Bon. Alors que vous pouvez avoir directement la personne globalement en disant, non, là, il manque de l'eau, là, ça ne va pas. Enfin, alors que ce spécialiste qui l'aura vu ici, il leur dit, mais non, pas de problème. Et puis ici, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est important de pouvoir, en tout cas dans un premier temps, dans la majorité des cas, il y a une forme de bon sens et que vous avez l'autorisation, l'autorité de le faire. Je pense aussi que c'est bien de s'appuyer, parce que des fois les spécialistes, ils se mettent aussi ensemble pour dire là on est d'accord sur quelque chose. Ça a été déjà dit avant. Par exemple le 36912, là il est assez bien admis par les différents milieux. Il ne faut pas hésiter à le proposer et à le faire connaître. À l'école obligatoire, on va essayer de transmettre dès l'arrivée à l'école obligatoire, mais c'est trop tard pour votre question. C'est en crèche, ça se passe avant, donc on voit le besoin de le faire tôt. Mais on va distribuer des brochures à destination des parents sur compétences médiatiques. C'est quelque chose de fédéral qui donne des pistes, des directives. Et puis après, ça, je crois que M. Stéphane l'a dit, il faut se faire aussi après s'approprier ça, puis dire ok, les règles chez nous, c'est ça. Et les règles dans votre crèche seront celles que vous établirez en fonction de s'appuyer sur des choses qui sont reconnues. On a parlé aussi, il a mentionné Peggy, les âges pour les différents séries, films, contenus vidéo. Il y a des experts qui se sont mis d'accord qu'à un moment donné, ça, c'est bien que ce soit visible à partir seulement de tel âge. On voit d'ailleurs qu'il y a souvent la distinction qui est faite de 2 ans en général. Ça, tel âge, sans accompagnement, 14 ans, mais 12 accompagné d'un adulte, par exemple. Donc on voit que la limite, elle n'est jamais tranchée. Par contre, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ce genre de choses pour transmettre le message. Mais comme je disais, ça commence tôt. Donc après, est-ce que c'est dans les maternités qu'il faut distribuer le 36912 ? Peut-être. Voilà, très bien. À mon avis, c'est une bonne idée. Donc, moi, j'aimerais aussi pouvoir répondre à la question, mais je rejoins effectivement le Dr Stéphane et puis M. Zanato, dans le sens où je pense que les crèches sont habilitées à pouvoir peut-être premièrement questionner les parents, leur communiquer la difficulté que vous avez avec leur enfant durant les temps de repas, et puis ensuite peut-être déjà de les interroger finalement pourquoi il y a cette nécessité chez eux de mettre leur enfant devant la tablette. Est-ce que pour les parents c'est un besoin de calme qu'ils ont? Est-ce que c'est compliqué de parler à table entre eux? Et si peut-être ensuite vous, en tant que professionnel, vous voyez que c'est difficile de parler avec la famille, ou que peut-être il y a quelque chose de plus compliqué qui se cache derrière cette tablette, peut-être là, nous, effectivement, notre service peut intervenir. Donc le centre médico-psychologique pour enfants et ados accueille des enfants de 0 à 18 ans, ainsi que les parents. Et on peut aussi faire de la guidance parentale, c'est-à-dire aider les parents à réfléchir autour de leurs pratiques éducatives
et puis les amener aussi à construire un cadre éducatif qui semble adéquat pour leur enfant. Mais ils sont en lien. Vous vous rappelez au téléphone comment les parents nous embêtaient parce qu'on passait avec le fil qu'il fallait mettre dans notre chambre. Là, on était là, ça durait 2 heures et puis ils étaient obligés d'arracher le truc. Donc on ne voyait pas la personne non plus directement. Là, vous allez échanger un SMS en sortant, en disant tatati. Eux, ils le font naturellement, ils parlent comme ça, et puis même s'ils sont à côté, ils vont s'envoyer des messages, et puis ils vont trouver ça rigolo. Donc, c'est très inventif, moi je trouve ça génial. En plus, c'est un langage, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Maintenant, ils font ça par photo, ils doivent s'envoyer des photos tous les jours, enfin, ils trouvent des choses extraordinaires. Mais c'est pas dangereux. Vous savez, il y a eu un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été comme légiféré un peu sur tout. Il y avait les trottinettes, hop, les jeunes arrivent sur les trottoirs. Alors Lausanne, c'était terrible. Parce que, bon, et donc, du coup, il fallait légiférer, comment on va faire et tout. Enfin, bon, ils nous bousculent toujours. Puis après, il y a eu Périscope. Vous avez vu Périscope, vous, ici aussi? Ça vous dit rien, Périscope? C'est extraordinaire. Pendant 2 mois, on n'a parlé que de ça. C'était la possibilité c'est une application où ils pouvaient filmer pendant les cours, directement. Donc, ils envoyaient ça aux autres. Donc, évidemment, qu'est-ce que les profs ont pu prendre? C'était incroyable. Et donc, c'était à ceux qui pouvaient faire des bêtises en se filmant et tout. Ça a duré 1 mois, 2 mois, mais on a eu des réunions avec les chefs d'état-major, comment on va faire, on est envahi par les périscopes. Je dis, c'est bon. Et puis ça s'est tassé, parce que c'était juste drôle sur le moment, mais après, c'était plus, il fallait écouter le cours, de toute façon, donc ils arrêtaient. Donc, moi, je pense qu'ils ont encore la parole, donc ils sont capables aussi de parler, donc ils le font encore, c'est une bonne nouvelle. Mais ils passent par l'écrit. Et puis, moi, je me souviens d'envoyer des petits mots qu'on envoyait par derrière, et puis ça partait d'autres. Donc, on s'envoyait aussi des mots. Et c'était pas par SMS, mais ça, on faisait pendant les cours tout le temps. On essayait aussi d'envoyer des petits mots. Et l'écrit, c'est intéressant, donc ils passent par l'écrit. Ils n'ont pas toujours le bon orthographe. Mais avec le correcteur, c'est pas mal. Pour ceux qui sont dyslexiques, c'est génial. Parce qu'avant, on n'écrivait pas. Quand on est dyslexique, on n'écrit pas, parce qu'on a tellement honte. Puis avec le correcteur, tout d'un coup, on se croit Verlaine, parce qu'on dit, ça y est, on peut mettre des poèmes. C'est super. Non, il faut les encourager à discuter, c'est bien. Alors maintenant, c'est extraordinaire, ils font des ruptures sur WhatsApp. Je te quitte. Puis derrière, on a « ne me quitte pas ». Voilà, donc c'est bon. Avec la musique qui vient derrière, donc ils font des trucs. Nous, on n'arrivait pas, s'il fallait avoir la grande chaîne, IFI, pour dire « ne me quitte pas ». Donc c'est bien, il faut accueillir ça. Il faut vraiment accueillir ça. Il y a des dangers, c'est vrai. Il y a des dangers. Là, quand je parle c'est la question de l'intimité. Aussi avec Tisseron, on travaille sur l'intime et l'extime. On a toujours, à l'adolescence, c'est important de mettre en place son intimité, sa chambre, ces choses-là. Et donc, quand on était dans notre chambre, on faisait le poème, en effet. On était amoureux, on était triste, puis on se prenait vraiment là pour Baudelaire en disant, ça y est, c'est génial. Puis on se réveillait le lendemain matin, on relisait, et puis on disait, peut-être pas, Baudelaire. On va laisser ça de côté. Alors que là, le soir même, ils postent ça. Puis c'est le lendemain, c'est tout le collège qui sait qu'on n'est pas Baudelaire. Bon. Ma foi, il faut bien le savoir un jour. Hein.
Mais bon, des vocations peuvent être un peu contrariées, mais bon. Donc vous voyez, après ils vont trouver d'autres choses. Ils ont trouvé justement pour les captures d'écran, ils ont de la chat pour essayer que ça soit pas. Puis ça dure que quelques secondes, mais ça marche pas encore. Ils essaient de trouver pour retrouver leur intimité, mais c'est pas nous qui allons faire ça parce qu'on n'y connaît rien. Puis si on va aller regarder dans leur intimité en disant attention, là on transgresse nous. Donc il y en a qui vont se brûler les ailes et puis d'autres qui vont apprendre et puis c'est comme ça que se passent toujours les progrès. Donc il faut les encourager à envoyer des... Puis vous êtes très surpris parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre et ils s'envoient des messages. C'est génial. Mais ils sont aussi critiques sur ce thème les uns envers les autres. Moi, j'étais assez sidéré de voir cette année dans des productions de films scolaires, dans les degrés école secondaire, de voir que c'était des thèmes au centre. C'est-à-dire que des fois, ils vont même aller se dire aussi ah ouais, moi, t'es trop sur ton smartphone, tu profites pas assez des gens qui sont là à côté de toi. Donc je pense que les thèmes qui les préoccupent sont les mêmes sur les ados de différentes générations, mais les moyens par lesquels ça s'exprime sont différents. Et comme certains, on les maîtrise moins nous qu'eux-mêmes, ça nous questionne. Mais je pense que là, on revient au fait de faut peut-être un peu plus connaître aussi les outils, dire ok, finalement, il se passe la même chose avec un simple transfert technologique. On n'utilise pas la même technologie, mais pour faire la même chose. Donc on reste dans les mêmes thématiques et les mêmes problématiques d'adolescents. Par contre, alors après, si un ado fait preuve de solitude profonde, là, je pense qu'après, il y a la santé qui doit se mettre en jeu, parce que là, c'est plus compliqué. Il a besoin à l'adolescence d'avoir des copains et des personnes de référence. Ça, je pense que ça reste. Je pense juste à l'idée de débat, de débattre avec l'adolescent, avec l'enfant directement sur l'idée d'être en lien. Enfin, ça génère parfois des belles discussions, peut-être plus avec un adolescent qu'avec un enfant finalement. La dernière que j'ai croisée aujourd'hui a 14 ans et je lui demandais qu'est-ce que je pourrais dire en son nom, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apprendre par rapport à ce soir. Et elle me fait une théorie finalement très convenue en m'expliquant le fonctionnement de l'hormone du sommeil, qu'elle appelle mélatonine, ce qui est totalement vrai, du peu de connaissances que j'ai. Et elle m'explique tout ça de manière très convenue. Quand je lui réponds que ça me semble être une réponse très convenue de pédopsychiatre ou quelque chose de cet ordre-là, elle me montre sa dernière vidéo sur l'appli TikTok, qui est particulièrement utilisée autour de 11, 12, 13 ans. Et ça me permet de comprendre pourquoi au moment où j'ai sonné chez elle, elle était déguisée avec des lunettes, une perruque, et puis qu'elle m'expliquait finalement qu'elle s'était rendue en cours de cette manière-là le matin. Donc le fait d'accepter de s'intéresser, de débattre, génère une connaissance supplémentaire chez l'adulte dont on peut se servir au moment de fixer des limites. Voilà, donc je lui avais promis de partager ça, je vous le partage. Peut-être aussi encore une petite anecdote aussi. Moi, je disais que je n'allais pas voir les ados. C'est vrai, généralement, je n'allais pas faire de conférences dans les écoles. Et puis finalement, j'ai accepté une sur justement les questions de jeux vidéo, réseau, etc. Et puis donc, j'ai commencé par leur montrer la série Black Mirror, ça vous dit quelque chose, enfin, voilà. Et avec l'histoire d'une petite fille qui a une puce, et la mère peut contrôler en permanence. Donc ils étaient totalement horrifiés de ce qui se passait. Bon, ils l'avaient vu quasiment tous, mais enfin voilà, on a pu débattre de ça. Puis finalement, je les ai amenés et dit oui, les parents des fois ils ont besoin de mais bon, voilà, sort pas, ils nous contrôlent. Je dis mais oui, mais est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance? Non. Voilà, je voulais aussi partager ça avec vous ce soir. Donc il ne faut pas du tout faire confiance aux ados. Mais c'est juste, c'est pas aux ados qu'il faut faire confiance, c'est à vous. Il faut se faire confiance à soi, parce que sinon, si vous devez faire confiance aux ados, vous allez vraiment avoir beaucoup de soucis. Et donc c'est vraiment la possibilité de se faire confiance à soi par rapport à comment on accompagne l'adolescent, plus que de tester ou d'essayer de se dire je lui fais confiance. Des fois vous ne pouvez pas, et il ne faut pas lui faire confiance. Vous voyez, c'est un peu ça, je pense, la limite. Bon, si vous ne pouvez pas tout le temps, là, il y a un souci, évidemment. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, vous pouvez vous dire, si moi, je n'arrive pas du tout à lui faire confiance tout le temps, c'est peut-être que moi, j'ai aussi un souci par rapport à cette question-là. Et du coup, l'adolescent vous amène, lui, en consultation. Lui, vous amène. Tiens, viens voir, toi, un peu là avec moi. Parce que moi, j'en ai marre du sac à dos plein de cailloux que j'ai sur le dos. Alors, tu peux le prendre, comme ça, je pourrais partir léger.
Mais qui va s'occuper du sac à dos, hein? Plein de cailloux. Donc c'est important. Je pense qu'il faut vraiment, quand on n'a plus de confiance dans ces adolescents et qu'on est complètement avec les rides là et pris, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un nœud quelque part. Hein. Et puis ça, vous pouvez le dénouer qu'à deux. C'est pas possible qu'ils le fassent tout seuls. Donc nous, on a encore de beaux jours devant nous, les psys. On vient de mener une petite enquête en lien avec la santé mentale où on a rencontré des jeunes dans un focus group. Et puis on a pu leur poser la question quelles étaient leurs préoccupations, c'est quoi qui les intéressait. Et puis on a posé la même question à des enseignants pour savoir, selon eux, quelles sont les préoccupations des adolescents. Et puis on est vraiment dans des préoccupations inversées. Donc en fait, on peut prendre pratiquement les 10 items et les inverser. Et les préoccupations des ados sont les mêmes qu'il y a 20 ans ou 30 ans dans les études. Donc c'est les relations avec les autres, avec les parents, avec la famille, etc. Donc on vient de sortir ça et ça me fait beaucoup penser à votre intervention par rapport en fait, à ce décalage entre l'adolescent qu'on ne reconnaît plus, qui est notre enfant, ou nos élèves qu'on n'arrive plus à saisir. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est se retrouver et se refaire confiance et créer ce lien en fait, entre adultes et adolescents. Oui, oui, et ça passe par la confrontation, ça passe par la confrontation à l'autre. Alors je vais faire un petit truc là, mais ça passe pas toujours, hein, cette histoire-là, mais bon. On commence, il me semble, dans notre... Alors je vais faire le sociologue, je sais pas quoi, mais ça me touche pas mal de voir que on part vers l'individuel. On est dans le développement individuel et ça devient un peu une espèce d'obligation. Alors les garçons vont faire du fitness, on m'interpelle sur est-ce qu'on pourrait faire de plus en plus de stages de boxe dans les prisons, des trucs où il faut qu'ils soient forts, vous voyez. Et puis les filles, c'est méditation, yoga, vous voyez, c'est devenu ça. Tout le monde doit faire du yoga maintenant, ça suffit. Ceux qui ne font pas de yoga, vous rentrez chez vous. Enfin, non, il y a un truc comme ça, on doit se recentrer sur soi, on doit beaucoup être... Je pousse un peu, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc tout doit venir de soi, au fond de soi, pour les femmes, et puis autrement dans ces points pour les hommes. Et la confrontation, par contre, à l'autre, l'exigence de devoir supporter l'autre, elle est compliquée et elle est vraiment, je pense, là, au cœur de nos difficultés, aussi en tant que parents, et aussi en lien, du coup, avec, on supporte l'enfant parce qu'on a l'impression que c'est une émanation de nous, mais il est autre, il est différent de nous, et il va être encore plus différent de nous. Donc, à l'adolescence, ça pète. Et lui, l'adolescent, il est adolescent, mais comme, en plus, on a derrière les jeux vidéo qu'on ne maîtrise pas, on dit, mais c'est à cause des jeux vidéo qu'il n'est pas comme moi. Ben non, les enfants ont toujours été différents des parents, heureusement, vu comment on est. Moi, j'aimerais bien réagir à ce que vous avez dit. Finalement, moi, ce que j'entends par là, c'est que le contexte sociologique, en tout cas les enjeux sociologiques de l'adolescence n'ont pas changé. C'est finalement le contexte générationnel qui change, oui, et les enjeux dans lesquels les parents et les ados sont lancés dedans. Et voilà, maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire avec le stress. Je m'excuse. Mais c'est vrai, les enjeux, l'adolescent doit, c'est une obligation, c'est un devoir de passer du côté de l'adulte. Il ne peut pas faire autrement. C'est comme la marche. Vous avez vu, personne n'est à quatre pattes dans les rues. Donc l'enfant, il doit marcher, quoi. S'il n'avait pas envie, c'est raté, il doit marcher. Bon. Ben, l'ado, c'est pareil. Il voit bien que les gens ne restent pas, enfin certains, mais bon, mais ils ont des problèmes, ceux-là. Mais on doit passer adulte. Et donc, il y a un rite de passage, il y a quelque chose qui nous oblige à se mettre là. Et ça, depuis des générations, c'est comme ça. Mais après, quelle est la valeur qui est demandée, quelle est l'épreuve demandée, celle-là, elle change. En effet, elle change en fonction du contexte. Et elle est plus ou moins perçue et plus ou moins dangereuse en fonction des contextes aussi. C'est dans ce sens-là où je voulais dire, finalement, j'ai l'impression que peut-être les générations avant, la génération actuelle, peut-être les enjeux transgénérationnels étaient plus clairs, hein, et c'était à la lumière finalement de la société, où l'évolution était plus lente, plus douce. Et aujourd'hui, on est vraiment confronté dans un tourbillon où tout change. Et je crois que les parents aujourd'hui sont vraiment amenés à muter en parents 2.0, à constamment finalement questionner leurs pratiques éducatives et à s'informer finalement peut-être 15 fois en une année pour savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est d'actualité.
Et je pense que ça, c'est vraiment un rôle nouveau que le parent doit endosser qui n'était pas là auparavant. Oui, mais le piège, c'est d'essayer de coller à la vitesse du temps. On n'y arrive pas. Moi, je vois bien, donc, par rapport au savoir, nous, en tant que... On est adolescent, on donne un médicament parce qu'il va pas... Voilà, on lui donne le médicament. 15 jours après, il nous appelle en disant « Mais docteur, j'ai regardé sur Internet, il y a une étude en Australie qui dit que le médicament que vous m'avez donné, peut-être que c'est pas si terrible que ça. » Bon, moi, j'ai pas vu l'étude, je bosse. Moi, j'ai pas le temps d'aller sur Internet. Donc, ils vont avoir, vous allez être bien plus performant sur vos problèmes que les gens qui seront en face de vous. Et c'est parce qu'en effet, il y a le renouvellement en permanence, mais c'est pas la connaissance qui va faire les choses. Il y a aussi quand même la notion d'expérience, et puis voilà, et puis de pouvoir avoir. On veut ralentir le temps, d'où le côté et de créativité. méditation, oui, et de créativité, tout à fait. Encore peut-être une dernière question. Oui. Peut-être plus une question en lien avec la technologie, mais là peut-être plus dans l'environnement aussi scolaire ou classe. Finalement, vu qu'ils sont hyper connectés tout le temps, si on se retrouve en classe, on peut laisser les téléphones, puis on revient sur du présentiel. Il n'y a peut-être pas besoin, ça c'est aussi des questions de pousse aussi un petit peu justement tout ce qui est utilisation des outils, etc. On aurait peut-être intérêt d'en faire un petit peu moins, puis un peu plus sur le présentiel, puis les échanges aussi au sein des classes. Je ne sais pas. Je dirais, parce que c'est des questions qui me viennent souvent, hein, je dirais que c'est bien qu'il y ait il faut mettre des interdits, des règles. Les interdits, c'est des choses qui, c'est super intéressant. Les interdits, ça met la liberté, puisque c'est dit entre nous. Hein. Alors que ce qui est autorisé, ça vient d'autorité, c'est obligatoire. Vous avez l'autorisation de boire. Donc ici, on doit boire, hein, l'intérêt. Bon. Alors que le cannabis, c'est interdit. Donc c'est un peu deux choses très, très différentes. Et donc je pense qu'il faut en effet un contexte un peu général. Et puis après, on est dans une société où il n'y a pas d'uniforme, donc c'est important que chacun... Et on voit bien que chaque enseignant va avoir... Il y a celui qui adore les gadgets, on le connaît, tout le monde, le prof, on dit, c'est inspecteur gadget, bon voilà. On va lui mettre tout le monde va mettre plein de surnoms, et lui, il va peut-être avoir son cours qui sera hyper connecté partout, et puis ça va aller très bien. Et l'autre, à l'ancienne, qui ne veut pas du tout, qui va dire, moi je veux que tous les téléphones soient dégagés, et tout ça. Et puis, si c'est bien incarné, si c'est posé de manière claire, tranquille, à ce moment-là, les adolescents, ils suivent. Et bon, il y aura toujours un ou deux qui vont aller, et puis les autres, ils vont plus de taire. Enfin bon. Mais je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est la capacité qu'a l'enseignant, mais qu'a le parent, à être face à son public, finalement, hein, de manière la plus authentique possible, et maîtriser son outil. Hein, parce que c'est pas la peine, si en effet il ne connaît pas du tout toute la technique, moi je fais plus de PowerPoint, plus ça ne marche pas, je n'appuie pas sur les bons trucs, donc c'est terminé. Parce que sinon, vous voyez, donc je pense que c'est ça. Celui qui en fait trop, c'est parce qu'il ne maîtrise pas son outil. Et peut-être qu'il y en a qui ne font pas assez, qui auraient peut-être besoin aussi d'avoir. Donc je pense que c'est important et que chacun puisse garder dans la différenciation ses capacités, tout en, évidemment, il y a un programme. Si on est prof de géo, on ne va pas commencer à faire des maths, ça va pas, quoi. Mais vous voyez, peut-être que le prof de géo a peut-être besoin de plus de support que le prof, j'en sais rien. Mais je pense que c'est important que chacun se pose et disons, donne sa patte. Et parce que c'est plus le savoir, alors je vais faire un peu science là, mais le savoir, ça vient de sapere, c'est la même origine que la saveur. Oui, c'est intéressant. C'est que du coup, ce n'est pas la connaissance qui est le plus important, c'est la saveur. Puisque la connaissance, vous pouvez l'avoir sur Internet. Par contre, la saveur de la façon dont le prof va amener les choses, ça, il n'y a pas sur Internet. Donc je pense que l'école et l'enseignement ont encore vraiment de beaux jours devant lui, les enseignants aussi, mais en amenant leur saveur plus que leur connaissance, à mon sens. Enfin, les deux doivent être un peu mêlés. Parce que la connaissance seule, donc qu'elle soit hyper connectée ou pas, c'est pas pour moi le problème. Je pense que de toute façon, il y a aussi un fait, c'est que l'école ne peut pas être complètement déconnectée de la réalité, ça c'est sûr. Ensuite, la société demande, on va dire, à l'école certaines missions. Donc, dans les compétences de base, il y a vraiment lire, écrire, calculer, compter. Et en troisième, vient maintenant communiquer. Et communiquer en maîtrisant les outils de communication. Donc là, forcément, on voit déjà dans la donnée,
On va devoir s'intéresser aux outils de communication. Par contre, alors moi je vous rejoins sur le côté, il faudra quand même toujours continuer d'aller faire les balades en forêt pour faire de la botanique, et pas seulement la faire sur Wikipédia, la botanique, ça c'est sûr, quoi. Donc il faut un savant mélange. Moi je donnais ce matin encore une formation à Bienne sur le nouveau moyen d'enseignement qui a été adopté par les collègues du Jura bernois pour l'éducation numérique, qui est entré maintenant avec une heure vraiment à la grille horaire. Et ce moyen d'enseignement-là, il fait la part belle aussi aux activités qu'on appelle activités débranchées. Et y compris pour expliquer des fonctionnements de l'informatique. Parce qu'on s'intéresse aussi à ça, savoir un petit peu comment ça fonctionne derrière. Pas seulement l'utiliser, savoir comment ça fonctionne et savoir aussi les impacts que ça peut avoir. Donc je pense que c'est quand même un des rôles de l'école, mais là j'ai envie de dire que ce sera à mes employeurs de définir ce rôle. Je crois que M. Gerber l'a dit en préambule, le politique n'est pas encore prêt pour arrêter les choses aussi complètement dans certains domaines, parce qu'il faut ce genre peut-être de soirée, de débat, pour faire avancer le thème. Mais je pense que l'école devra quand même toujours continuer de former aux différents outils qui sont à disposition finalement dans la société, dans les futurs métiers que devront aussi connaître les futurs élèves. Donc je pense que c'est un savant mélange, mais il faut garder une école aussi débranchée. Mais je crois qu'on est obligé de connecter l'école également dans ce cas-là. Donc oui, il y aura des écrans à l'école. Mais de nouveau, moi, si je vois des élèves en train de faire un travail de groupe autour d'une tablette, de communiquer, de collaborer, qui sont aussi des compétences mises en avant maintenant, la collaboration, savoir travailler à plusieurs, travail de groupe, savoir prendre une décision, c'est laquelle ton idée, la mienne, la meilleure. On va travailler autour d'une tablette. Pour moi, là, je me dis, tiens, c'est de l'écran utile. C'est de l'écran, pas forcément du temps perdu. Alors qu'on a entendu avant, chez des tout petits, qu'il faut absolument la tablette pour pouvoir manger. Là, je crois qu'on est dans un écran dont on aurait pu se passer. Hein, l'écran, je sais pas, la tablette babysitter ou autre. Là, peut-être qu'effectivement, c'est autre chose. Donc oui, il y a un savant mélange, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que l'école devrait dire, voilà, alors, à côté de l'école, on regarde des écrans, puis à l'école, il faudrait éviter les écrans. Voilà. Quand un élève a fait une production médiatique, il ne va plus consommer les médias de la même manière non plus. Il va développer son esprit critique et tout. Donc bon, ça va être compliqué de lui faire une production vidéo, par exemple, sans qu'il en ait vu auparavant. On va montrer des exemples. Donc on va aussi avoir besoin des écrans à l'école. Mais encore une fois, il faut leur laisser, à mon avis, leur place d'outils. Avec un marteau, je peux planter des clous, mais je peux aussi fracasser la tête de mon voisin. Ce n'est pas de la faute du marteau, selon moi. Merci pour vos réponses et ce débat. Encore une petite précision, donc 2 conférences sont prévues encore cette année. Dans l'ordre, la première le 30 octobre, organisée par l'AEMO, sur un autre regard sur le jeu vidéo et comment l'accueillir dans sa famille. Et puis en dessus, le 13 novembre, à Delémont, la conférence de Catherine Blaya sur le bien-être à l'école pour une promotion de la santé mentale des adolescents. Donc on reste un petit peu dans les thématiques. Et puis sinon, on a tout un tas de ressources sur les sites. Donc sur le site de la Fondation O2, on essaiera aussi de mettre cette conférence qui a été filmée, donc d'en faire une vidéo et puis de la diffuser. Donc vous pourrez consulter notre site et la retrouver prochainement. Sur le site Santé Psy, il y a aussi tout un tas d'outils qui sont offerts ou qui sont présentés à tout un chacun, plutôt adulte, mais pas forcément professionnel. On a cité aussi le site ciao.ch, qui est un site très utile pour les jeunes. On y trouve des forums, mais aussi la possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses par des professionnels. Donc ce site marche très bien pour les jeunes et c'est aussi très intéressant de voir les questions qui sont posées. La rubrique qui marche le mieux concerne l'estime de soi. On se demandait aussi si c'était un thème qui était toujours d'actualité et c'est vraiment le thème qui marche très bien, où il y a énormément de questions. Donc là aussi, on voit que les choses ont peu bougé finalement et que les questions sont toujours un peu les mêmes. Et puis, on a évidemment Addiction Jura qui a présenté ses prestations, un quiz aussi pour tester son addiction ou pas. Et puis, une ligne qui est ouverte en cas de questions, de doutes. Donc, c'est aussi le cas de toutes les personnes qui sont là à différents niveaux, mais on a quand même pas mal de personnes qui peuvent répondre aux questions qu'on peut se poser, soit en tant que professionnel, soit en tant que parent.
Et puis le site, le rapport de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse qui vient de sortir, peut-être que vous en avez entendu parler. On a un exemplaire à la sortie de ce rapport qui est un gros rapport, mais qui aborde toute cette thématique de ce soir. Donc vous retrouverez toutes ces ressources sur ces différents sites. On a aussi à l'entrée laissé des brochures, des prospectus, donc servez-vous. Et puis je vous remercie tous les intervenants d'être venus ce soir, vous tous aussi de vous être serrés pour cette conférence. Et puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci.